Salut mes petits crocodiles, bienvenue dans le 5e épisode de 5e Plume, le podcast dédié aux auteurs et autrices du 5e arrondissement. Pour ce 5e opus, nous avons le plaisir d'accueillir Tonino Benacquista dans l'agence Levin Immobilier au 8 rue Claude Bernard. Comme d'habitude, nous aborderons avec l'auteur son parcours et nous irons à la découverte de son univers littéraire à travers deux de ses romans, à savoir Porca Miseria et Tiré de faits irréels. Je vous souhaite, mes petits crocodiles, de passer un bon moment et surtout de continuer à découvrir nos auteurs contemporains et ne jamais cesser de lire. À bientôt! Bienvenue dans 5e Plume, le podcast qui vous emmène à la rencontre des auteurs et autrices vivant dans le 5e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous accueillons pour ce 5e épisode de 5e Plume l'auteur Tonino Benacquista, écrivain et scénariste français. D'abord, je tiens à remercier de nouveau Philippe Di Folco, sans qui cet entretien n'aurait pas lieu. Tonino, depuis combien de temps résidez-vous dans le 5e arrondissement ? 25 ans maintenant. Vous avez toujours combien d'adresses en 25 ans ? Deux, avec cette envie de rester dans cet arrondissement. D'accord. Vous, l'enfant de Vitry-sur-Seine, habiter Paris, c'était important ? Bon, important, c'était un rêve en tout cas. C'est-à-dire que voilà, on est jeune, on se dit que c'est ici que tout se passe. Voilà, le jeune homme que j'étais à l'époque où je me suis installé à Paris, oui, effectivement, c'était un rêve, qui a abouti assez vite d'ailleurs. J'ai habité dans plein d'arrondissements de Paris. Je suis un piéton de Paris, comme on dirait. Mais c'est surtout qu'à une époque, j'ai connu tous les quartiers tout simplement parce que voilà, j'avais pas vraiment de lieu de vie, donc les gens me confiaient leur appartement quand ils partaient en vacances ou quand ils avaient besoin d'arroser les plantes ou de garder le chat ou ceci, cela. Donc ce qui fait que les gens avaient confiance en moi, donc j'avais plein de trousseaux de clés et j'habitais partout dans Paris. Donc je connais assez bien Paris. Donc vous connaissez assez bien Paris tout. Et puis le 5e, c'était un peu un rêve. En particulier, ouais. Avant de se plonger dans votre univers, Tonino, je pense que nos éditeurs désirent connaître votre parcours. Vous avez passé votre enfance et adolescence à Vitry-sur-Seine avec vos proches, qui sont tous nés en Italie, vos parents, Cesare et Elena, comme vos sœurs, Clara, Anna et Yolande. Rien ne vous prédestinait à l'écriture et pourtant, à 30 ans, vous remportez 3 prix littéraires grâce à la Commedia dell'arte, publiée en 91. Quel est votre regard à ce moment-là sur vous-même ? Vous avez le syndrome de l'imposteur ou bien au contraire, enfin la consécration tant attendue de votre talent ? Ni l'un ni l'autre, hein. Ni imposture ni talent. Disons que je n'ai jamais pensé à faire autre chose qu'écrire. Jamais. C'est-à-dire, je ne me suis jamais demandé une seule fois. Et c'est pas une affaire de... C'est une affaire de conviction peut-être, mais c'est pas une affaire ni de vocation ni de talent. C'est-à-dire que j'ai du mal à parler en termes de talent. Je veux dire, du talent, lui il a du talent, lui il en a moins, ceci, cela. C'est quelque chose, c'est un processus comme ça qui s'est installé très jeune où j'ai voulu non pas être écrivain, c'était pas comme ça que je me le formulais, je voulais fabriquer de la fiction. Voilà, je voulais raconter des histoires. Et ce, assez tôt ? Très, très jeune, oui. Très jeune. Très jeune. C'est pour ça que j'ai ensuite exploré tout un tas de formes différentes de fiction. Mais au moment où je me dis, voilà, je me concentre. Moi, c'était dès la... Je sais pas, moi, vraiment à l'école, quoi. Je me suis dit, non, voilà, ça, fabriquer des histoires, ça m'attire énormément et effectivement, et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Et puis, je considère que c'est une chance inouïe. Alors, ni talent, ni imposture, ni rien, chance incroyable que de pouvoir vivre de ce qui me passionne.
Et alors, bon, effectivement, à un moment donné, oui, à 30 ans, oui, c'est le moment où je m'aperçois que, voilà, j'ai un éditeur m'a fait confiance, il y a un ou deux bouquins qui ont un peu souri, ça s'est bien passé. C'est pas des best-sellers non plus, hein, mais ça s'est bien passé. C'était dans une collection dont je rêvais quand j'étais ado, c'est-à-dire la série noire. Et puis j'ai écrit ce roman, ouais, enfin celui dont vous parlez. Alors oui, oui, des prix, il y a eu des prix, oui. Et puis voilà, mais imposture, imposture non. Enfin, en tout cas, j'y ai jamais pensé. L'idée, c'était que, comment dire, moi, le désir était fort quand j'avais 17, 18 ans, 19. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, je ferai tout pour non seulement écrire des romans, mais dans la série noire. C'est-à-dire que la collection y était pour beaucoup. Je rêvais de la série noire. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, ça sera ça ou rien, alors oui, je peux avoir des jobs, faire des choses ici ou là. Vous avez fait plein de petits jobs. J'ai fait 1000 choses, mais toujours dans l'optique d'écrire et de publier un roman policier dans la série noire. C'était une espèce de fantasme. Et puis à un moment donné, c'est arrivé assez vite. Assez tôt finalement. Oui, assez tôt, ouais. Et puis voilà, ensuite, vous savez, percer ce barrage-là, en tout cas se dire, voilà, il y a la première édition, dire comment, voilà, on va convaincre un éditeur, publier un roman, etc. Là, on est dans les années 80, fin des années 80, ouais, 80, oui, milieu des années 80. Donc il faut quand même, pas mal de détermination, hein, quand même, se dire, voilà, je bosse par ailleurs et j'écris dès que je peux, le soir, le matin, etc. Et je construis un récit. Une fois que ce passage-là s'est fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'effectivement, bon ben voilà, on a rencontré un éditeur, et puis il y a eu des lecteurs qui vous ont suivi. À partir de ce moment-là, tout change. Mais ce qui change, c'est qu'on devient. C'est le regard des autres qui change ou c'est vous qui changez? Ah, c'est moi qui change. C'est-à-dire, enfin, quand je dis changer, c'est-à-dire que, comment dire, plus j'étais installé dans ce, on va dire, ce métier d'écrivain, plus je suis devenu exigeant avec le résultat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus à convaincre que son éditeur et soi-même, là tout change. C'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, par exemple, avant de m'engager dans un roman, quand j'avais 25 ans, je me jetais sur une idée, je me disais, waouh, il faut absolument publier ça, il faut absolument que j'écrive ça, il faut absolument que. Maintenant, tout ça n'est plus vraiment d'actualité. C'est-à-dire que maintenant, je fais exactement le contraire. C'est-à-dire que Vous pesez, sous-pesez tout ce que... Oui, c'est-à-dire j'essaie même de me convaincre. Oui, ça va assez loin, parce que j'essaie de me convaincre pendant des mois de ne pas écrire un roman. Hein. C'est-à-dire je me dis, à quoi bon le faire? Pourquoi ce roman? Pourquoi écrire ce roman? Et parce que c'est une idée qui n'est pas si neuve, parce que d'autres ont fait quelque chose, un tel a écrit quelque chose de magnifique sur ce sujet, etc. Mais quand l'idée résiste, quand elle s'accroche pendant des mois, quand je n'ai pas réussi à me convaincre d'écrire ce roman, j'y vais. J'y vais tout en sachant que ça va prendre 2-3 ans. Voilà. Donc l'approche est complètement différente, quoi. Alors, fort de votre nouvelle notoriété, donc à 30 ans, vous explorez de nouveaux univers, la BD avec Jacques Ferrandez, avec L'Outre-Mangeur, la télévision avec l'écriture de scénarios pour France 3, le théâtre avec l'écriture de la pièce Le Contrat, et enfin le cinéma avec l'adaptation au grand écran de votre livre Les Morsures de l'Aube, la coécriture avec Jacques Audiard de Sur mes lèvres. Puis vous revenez en 2001 à vos premières amours avec la sortie de Quelqu'un d'autre, puis un recueil de nouvelles avec Tout à l'ego en 2004, Malavita.
Puis 2006, retour au cinéma avec la coécriture, toujours avec Jacques Audiard, du scénario De battre mon cœur s'est arrêté. Vous êtes un boulimique de travail, Tonino. Il vous arrive de dormir et si oui, à quoi rêvez-vous? De votre prochain livre, de votre prochain scénario? Alors ça, il y a plein. Là, vous résumez effectivement, je sais pas, 30 ans de travail. Comment dire? Moi, être un touche-à-tout n'a pas été une motivation. Je me suis pas dit, ah, je vais essayer ci, ça, etc. Tiens, le théâtre, tiens. Bah, ça n'a pas été ça. C'est des propositions qu'on vous a faites? Non, non plus. Non, non. C'était, comment dire? C'est la fiction qui demande ça. C'est le sujet qui demande une forme particulière. Donc si je peux en détailler en quelques phrases, c'est que le matériau de base, c'est la fiction. C'est l'idée d'une situation, peut-être d'un récit, voilà, d'une histoire. Bon. Mais à partir de cette idée, ce récit, cette histoire, celle qu'on a en tête, eh bien, il y a plusieurs formes possibles. Et il faut trouver la plus adaptée à l'histoire que vous avez en tête. C'est-à-dire qu'il y a une histoire où je vais avoir besoin de 3 pages, 10 pages. Je ne vais pas en faire un roman de 300. Voilà. Donc ça va devenir une nouvelle. Donc pour résumer, à chaque contenu, son contenant du coup. Absolument. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, j'ai envie d'une situation qui est une confrontation entre 2 individus dans un espace clos. Est-ce que c'est un roman? Je me suis dit, tiens, voilà, est-ce que cette histoire est un... Mais non, ça n'est pas du tout un roman, c'est une pièce de théâtre. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, ça ne s'improvise pas, c'est-à-dire je me suis pas dit, ah bah voilà, ça y est, je vais commencer une pièce de théâtre. Non, 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 non. Ça a été beaucoup plus lent, beaucoup plus long. C'est toute une gestation. Ça a été beaucoup plus long, et puis de se dire, voilà, et après j'ai dû consulter quelqu'un qui m'a dit, ah oui, mais là, etc., etc. Je ne vais pas beaucoup plus dans le détail, mais par exemple, je vais vous parler de L'Outre-Mangeur, par exemple, une BD que je fais avec Jacques Ferrandez. Eh ben, j'aurais pu décrire le personnage dans un roman, j'aurais pu le décrire. Mais au final, ça aurait été un peu de blabla inutile, peut-être beaucoup de blabla inutile, quand, en une image, on a exactement, non seulement le personnage, mais son drame. Voilà. Et quand j'ai demandé à Jacques Ferrandez de me dessiner ce personnage, il m'a dit, voilà, est-ce que ça serait quelqu'un comme ça? Et j'ai vu la case, elle était grande comme ça, et je me suis dit, mais voilà, bien sûr que oui, c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée, c'est même pas un film, c'est une bande dessinée. Et alors, outre le fait qu'effectivement, j'aimais la BD quand j'étais gosse, comme tous les gosses, en faire, voilà, ça a été, en tant que scénariste, ça a été une grande joie. Mais encore faut-il trouver une histoire qui s'y prête très exactement. Et la BD, c'est de 2 choses l'une. Soit on a une idée qu'on va proposer à un dessinateur, soit un dessinateur qui a déjà son trait vous demande une histoire, et à ce moment-là, il faut concevoir quelque chose qui aille avec son trait préexistant. Voilà, c'est un peu ces deux façons d'aborder le métier de scénariste en BD. Mais là aussi, c'est un apprentissage. Et ce sont des codes d'écriture qui sont particuliers, etc. Et puis, il y a le scénario de cinéma, et je pourrais dire la même chose. Vous parlez de codes d'écriture, oui. Vous êtes beaucoup dans le milieu donc du cinéma, avec vos scénarios. Pareil, l'écriture d'un scénario de film, c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Ça, moi, je n'ai pas fait d'études, ou très peu. Enfin, quand je dis très peu, c'est que je raconte ça dans un bouquin d'ailleurs, où je dis que voilà, pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire voilà, travailler la fiction, et aussi sous forme cinématographique, je me dis tiens, à quoi peut ressembler un objet scénario? Parce que je n'en avais jamais eu en main, je n'en avais jamais vu. Alors on dit ouais, le scénario est de machin. Bon, on dit ah oui, tiens, Taxi Driver, bah oui, c'est la rencontre d'un metteur en scène, d'un acteur et d'un scénariste. Et moi, tout de suite, immédiatement, je suis attiré par le travail du scénariste. C'est tout de suite la chose qui m'impressionne.
Et encore maintenant, j'ai peut-être ce fâcheux travers que de lire les films, les lire à l'écran. Pendant que je vois le film, j'ai l'impression de les lire, ce qui n'est pas terrible d'ailleurs, hein, ce qui gâche un peu le plaisir. Parce que vous avez un rapport au cinéma qui vous est venu très très jeune en plus, puisque oui, vos allers-retours entre la France et l'Italie, on voit que vous passez beaucoup de temps au cinéma jeune. Bon, vous savez, c'est une passion de beaucoup d'adolescents, hein, le cinéma. En tout cas, dans les années 70, c'est vrai que voilà, j'ai eu cette chance d'être dans... Non, mais quand certains vont jouer plutôt sur le terrain de football, vous allez plutôt en salle de cinéma. Ouais, peut-être. Peut-être que j'ai consacré beaucoup de temps à aller au cinéma dans les années 70, ouais. Ça, c'est beaucoup, mais en même temps, voilà. Et j'ai eu cette chance de partir en vacances en Italie, là où est le territoire de mes parents, où là, il y avait un village, enfin non, une petite ville comme ça de 40 000 habitants, non, où il y avait 3 cinémas qui changeaient de film chaque jour. Ouais. Donc, comme je m'ennuie, enfin en tout cas, j'ai pas tellement envie d'aller voir de la famille. D'autant que vous êtes le petit de la fratrie, donc. Oui, non, mais je sais pas. Mes parents avaient des choses à faire, mes frères et sœurs aussi, et moi, j'avais aucune envie voilà, j'allais au cinéma, donc j'y allais. Voilà, je réussissais à voir 2-3 films par jour. Donc, et peut-être effectivement une certaine cinéphilie. Mais aujourd'hui, qu'on peut avoir sur des plateformes, bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Cela, voilà, bon, voilà, moi j'allais en salle, etc. Mais j'étais très curieux, c'est pour ça que je parlais d'études, c'est-à-dire que j'étais très curieux de l'objet scénario, je voulais savoir ce que c'était. Vous avez appris sur le tas, du coup? C'est-à-dire d'abord, j'écrivais moi le roman que j'avais en tête à l'époque, et je m'étais inscrit à la fac de Censier, là. Ça doit être une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai voulu m'installer dans le 5e et dans ce quartier. Enfin voilà, ces années à Censier, j'y suis resté très peu de temps, mais parce que je voulais m'inscrire à un cours qui était un cours de scénario tout simplement. Et donc il y avait en plus une cinémathèque incroyable. Il existe toujours ce cours? Je crois pas, non, je sais pas. Non, parce que je voulais pas faire la Fémis ou des trucs comme ça, je voulais pas devenir cinéaste ou je sais pas quoi. Bon, je voulais savoir ce que c'était qu'un scénario, voilà, tout simplement. Et puis après, voilà. Mais il y avait aussi une cinémathèque qui était incroyable à Censier. Alors je ne sais pas si elle existe toujours, mais il y avait dans les amphis, il y avait au moins deux films par jour. Il y avait 2 amphis, enfin bref. Et j'ai voulu savoir ce que c'était, ouais, effectivement. Alors d'un côté, comme vous me parlez de cinéma, d'un côté il y a les adaptations à partir de mes livres, mais là, ça c'est autre chose, c'est comment dire, c'est des demandes de production. Vous avez déjà, d'une certaine manière, vous avez déjà la matière qu'il faut juste en fait réinterpréter dans le cadre d'un scénario. Ah ça je sais pas, c'est-à-dire que je ne participe pas à l'adaptation de mes livres. Ah, vous participez? Je ne fais pas. Okay. Je ne le fais pas. Okay. Je ne le fais pas pour plein de raisons qui ne sont pas forcément intéressantes. Hein. Je peux développer, mais je ne le fais pas. Mais j'ai préféré travailler avec des metteurs en scène ou avec voilà, ou de temps en temps proposer des idées de scénario ou alors essayer de remettre de l'ordre dans des scénarios qu'on me fait lire, etc. Et là, oui, ça a été une partie de ma vie professionnelle. Et j'ai beaucoup aimé ça, mais maintenant je ne travaille pratiquement plus pour le cinéma et je travaille exclusivement à mes romans, uniquement. Eh bien, ça tombe bien, on va revenir à vos romans, Tonino. Les habitués de notre chaîne 5e Plume savent que je m'oblige à lire au moins 2 œuvres de chaque auteur interviewé. Sur vos conseils éclairés, j'ai donc lu dans l'ordre Porca Miseria, sorti en 2022, et Tiré de faits irréels, sorti en 2025. Porca Miseria est un recueil de mémoires. Est-ce que, comme votre père, vous avez le paradoxe de l'immigré, ni péché, ni carné, ni poisson, ni viande? Non, je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai pas comme lui. Mais ça, c'est quelque chose. Tous les immigrés du monde vont vous dire ça. Ils sont pas vraiment chez eux là où ils vivent. On dirait en anglais les uprooted, les déracinés. Ah, je ne connaissais pas. Non, là, ni péché, ni carne, mais bon, enfin, je veux dire, ni poisson, ni viande, oui, bon.
C'est-à-dire mon père, oui, c'était ce paradoxe-là, mais je sais pas, je pense que tous les immigrés ont vécu ça, c'est-à-dire, voilà, il y a un pays dans lequel on s'installe et on vit, etc. Est-ce qu'on se sent intrinsèquement, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, voilà, ça y est, c'est chez moi, c'est difficile, c'est-à-dire l'idée d'appartenance à une terre, c'est quelque chose de difficile. C'est pour ça que je voulais en parler. Je voulais en parler dans ces termes-là, dans cet ouvrage, qui est le seul bouquin de non-fiction que j'ai écrit de ma vie. Ouais. C'est-à-dire, j'ai voulu parler d'un certain nombre de questions qui m'étaient chères, qui m'étaient importantes, qu'effectivement je l'ai fait à travers mon enfance. Mais en même temps, c'est pas tellement pour raconter ma vie ou quoi. C'était d'aborder un certain nombre de questions que j'ai certainement vécues de l'intérieur et de le faire par le biais de la littérature, si on peut appeler ça de la littérature. C'est comment dire, ça n'est pas du témoignage, non, c'est comment parler justement de ce sentiment d'appartenance à un lieu, une terre. Est-ce que le déracinement, qu'est-ce que c'est? Enfin, je veux dire, on en parle comme ça de manière un peu mécanique, un peu informative, un peu virtuelle, déracinement, etc. Moi, je voulais ça. Je voulais rentrer plus profondément dans cette idée de déracinement. Si je ne me trompe, dites-moi, vous êtes le seul à être né en France. Oui. Tous les membres de votre famille sont nés en Italie. Oui. Donc peut-être pour ça que vous n'avez pas ce même sentiment qu'ont pu avoir soit vos sœurs, soit vos parents, le fait d'être né vous-même en France. Oui. Donc, alors, dès votre adolescence, donc votre rapport au livre est complexe. L'exercice imposé de la lecture n'est pas fait pour vous. Il s'installe entre vous et les livres comme un rapport de force. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, enfin, Bon, moi j'ai appris le français. C'est-à-dire que l'italien, c'était la langue qu'on parlait le plus facilement chez moi, quoi. Alors moi, comme on le disait, moi, la langue française m'a été donnée de par la naissance, c'est-à-dire dans la rue, à la maternelle. Vous avez la double nationalité quand même. Oui, je l'ai eu, mais je crois que je ne l'ai plus maintenant. En tout cas, je n'ai. Vous avez dû faire un choix à 18 ans, peut-être? Non, j'ai eu une carte de séjour jusqu'à mes 18 ans, justement, et après, j'ai eu ma carte d'identité française. D'accord. C'était dans cet ordre-là. J'ai eu la carte de séjour à un moment donné. C'est étonnant, si vous êtes né en France. Non, à l'époque, j'ai eu. Ou alors, c'était la carte de séjour de mes parents. Mais je n'avais pas. J'ai eu mes papiers d'identité au moment de ma majorité. De vos 18 ans. Oui. D'accord. Et comment dire Donc je reviens à votre rapport de force au livre. Oui, non, mais c'était pas. Évidemment, il n'y avait pas de livre. Enfin, il n'y avait pas de livre à la maison. J'avais une sœur qui lisait dans son coin. Bon, je détaille tout ça dans votre grande sœur Anna. Oui, j'avais une sœur qui lisait, mais qui était parce qu'elle était surdouée, elle avait quelque chose de particulier. J'en parle au passé parce qu'elle n'est plus des nôtres, mais elle a été récompensée par comment dire, elle a été remarquée par ses professeurs parce qu'elle était dotée de facultés que tous les autres n'avaient pas. Hein. C'est pour ça que je parle de mes frères et sœurs parce que j'ai un frère aîné, puis j'ai eu 3 sœurs, et moi je suis arrivé en dernier, donc dans l'ordre. C'est marrant parce que en lisant votre livre, il n'y a pas de référence de fait à votre frère aîné. Si. Oui. Alors j'ai loupé ce passage. Mais je vais reprendre dans le bon ordre. Effectivement, bon voilà, il y avait, à part les quelques bouquins que lisait ma sœur Anna, qui était surdouée, mais qui était pas. Je dis pas surdouée, c'est un mot qui décrit précisément son QI, etc. Elle a subi des tests, etc. Alors que sa sœur était considérée comme une cancre. Et puis il y en a une autre qui a travaillé énormément. Toutes les 3 ont eu le certificat d'études, mais pas aussi facilement. Ma sœur Anna, c'était une lettre à la poste. Hein. Elle était déjà d'un niveau incroyable. Quant aux autres, ça a été beaucoup plus difficile. Il a fallu travailler, etc. Enfin bref, je raconte un peu tout ça. Moi, ça a été de fait plus facile.
Voilà. C'est facile, mais pour autant, pour les livres, c'est plus compliqué de les ouvrir. Mais oui, c'est-à-dire que voilà, on ne lisait pas d'histoire avant de me coucher. Et l'objet livre, je vous dis, c'était quelque chose de très lointain. Mais surtout, j'ai ressenti une espèce de... Sur les classiques français, j'ai ressenti un blocage. Ouais, une angoisse même. Ouais. De ne pas être à la hauteur. Ouais. La lecture n'a jamais été naturelle. Ça a été une contrainte. Et je me souviens, Balzac, c'était une expérience traumatisante. Pour moi, Balzac était un monument. C'est qu'une espèce de monument qu'on visite, un monument français, quoi, qui fait partie des classiques de la littérature française. C'était un nom qui m'impressionnait, parce que c'est un personnage impressionnant. Et il y avait quelque chose je me disais, alors là, par contre, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'usurpation. Il m'a fallu très longtemps avant que je me sente à l'aise dans la lecture du roman. Et la première fois où vraiment il se passe quelque chose alors magique, je ne sais pas, quelque chose de complètement inattendu qui me prend de court, c'est à la lecture des nouvelles donc, d'un Américain de science-fiction, Ray Bradbury. Ce sont des nouvelles, chroniques martiennes. Et là, quelque chose vraiment, alors on dit, on me pose souvent la question, le bouquin qui a changé votre vie, etc. Je pense que c'est Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Et là, il se passe quelque chose de particulier. C'est de la science-fiction ? Oui, c'est de la science-fiction, sauf que maintenant, c'en est plus. Quoi. Oui, c'est dans les années 50. Alors moi, quand je le lis, il a écrit ça dans les années 40, 50, par là. Moi, quand je le lis, donc ça doit être en 70, 12, 13. Et là, aujourd'hui, on ne parle que de ça, quoi. C'est-à-dire, on ne parle que de tout ce qui est décrit dans ce bouquin, maintenant, c'est plus de la science-fiction. C'est la machine, c'est Mars, c'est... voilà, je peux détailler tout ça parce que ça m'a profondément frappé quand je l'ai lu. Et alors évidemment, je ne l'ai pas lu sous l'angle du style. Je ne me suis pas dit, tiens, voilà un styliste. Tiens, voilà ce que c'est qu'une nouvelle. Mais j'ai compris l'idée. Il y a une idée, une nouvelle. Il y a une idée, un texte court, l'illustration de l'idée, la chute. Et ça marque à vie. Ça m'a marqué à vie. C'est pour ça que je travaille toujours autant la nouvelle avec la même conviction, avec le même bonheur. Parce que ensuite, c'est allé vers Maupassant. Et aujourd'hui encore, la nouvelle est quelque chose qui, hélas, est pas quelque chose de très... C'est pas très courant. Non, la France, c'est pas le pays de la nouvelle. C'est vrai que je pense que c'est une matière dont on n'a pas forcément l'habitude et peut-être à remettre au goût du jour. Je pense que c'est peine perdue. Hein. Non, mais la nouvelle a des lecteurs absolument partout dans le monde. En Amérique latine, les short stories chez les Américains enfin des États-Unis, l'Italie, tous les pays ont travaillé la nouvelle, l'Allemagne, etc. Mais en France, alors il y a ce géant qui est Maupassant, et puis il y a de très, très grands auteurs de nouvelles, mais ça n'est pas une forme qui est très appréciée par les Français. Ça, je le sais. Je sais de quoi je parle. Un deuxième livre aussi a changé votre rapport à la littérature. Il s'agit de Cyrano de Bergerac. Alors oui, est-ce que c'est un livre ? En tout cas, je tombe dessus. Non, mais je tombe dessus par hasard, ouais, effectivement, par hasard. Mais j'ai tendance à penser maintenant que ça n'est plus du hasard. Mais oui, c'est ce que je raconte aussi dans ce bouquin, c'est que voilà, au programme, c'est Andromaque. Et Andromaque en 5e, c'est quelque chose non, peut-être 4e, mais pas au-delà. Et Andromaque, voilà, déjà le schéma narratif d'Andromaque, déjà, bon, et puis alors les vers. Par contre, je me retrouve dans un CDI.
Et puis, il faut que je paraisse occupé, donc j'ouvre un bouquin, je prends le plus petit possible je me dis, tiens, voilà, je prends le petit. Pour donner le change. Pour donner le change, il y a un prof en tout cas, un surveillant dans un coin. Et puis je l'ouvre, et puis je fais semblant de lire, parce que je me dis, oh là. Et là, c'est les vers d'Edmond Rostand. Et là, l'idée de style arrive comme ça. C'est-à-dire l'idée de, voilà, ne serait-ce que la fameuse tirade du nez, par exemple, c'est comment dire une même chose, mais de 1000 manières différentes, avec une poésie incroyable, ou alors on est dans le panache de la langue, on est dans l'excellence, on est dans la jubilation, et puis lui, le personnage est tellement extravagant, magnifique, pathétique, extraordinaire, quoi. Je veux dire, il y a tout est réuni là, et là, je m'intéresse un peu plus à l'idée de style. À partir de ce moment-là, je lis peut-être différemment à partir de ce moment-là. Voilà. Mais après, voilà, il a fallu aller jusqu'à un roman de Maupassant où je me suis dit, tiens, voilà, ça y est, j'ai saisi quelque chose dans le roman. Voilà, j'ai saisi le bonheur de lecture du roman. On a ce point en commun, en tout cas moi, mon roman préféré, c'est Bel Ami. Ah oui. Ah bah oui. Et Georges Duroy, pour moi, c'est un personnage magnifique. Magnifique, ouais. Et voilà, moi j'ai abordé Maupassant comme ça. Et c'était une vie. Ça reste, voilà. C'était une vie, et c'était un personnage de femme, comme Emma Bovary, et toute cette littérature du 19e que je vénère. C'est la littérature que je préfère personnellement, et notamment les auteurs russes, mais ça, on en parlera peut-être un autre jour. Alors, Tonino a 30 ans, vous vivez au détail près la vie dont vous rêviez à 15 ans. Le succès est venu frapper à votre porte, mais l'amour aussi. Mais une telle vie a un prix, vertige de la réussite ou pas, vous souffrez d'agoraphobie au point de ne plus vouloir voyager et de vous cantonner aux seules destinations dont le retour peut se faire à pied. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Non, mais ça a été une longue période. Oui, non, une période. Non, c'est quand j'ai commencé à vivre de mon écriture. À un moment donné, il y a un truc qui s'est passé où j'ai pratiquement pas pu sortir de mon bureau. Il y a un truc qui s'est fait comme ça. Ouais. Et ça a été, aller acheter le journal au coin de la rue était une épreuve, ouais. Alors, ce qui fait que j'ai beaucoup travaillé. Mais il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. On ne pouvait pas avoir vraiment de vie virtuelle parce qu'aujourd'hui, on peut tout faire chez soi. Et de zoomer, je ne sais trop quoi. Et de parler à ses amis via... voilà. Mais c'est pour ça, quand il y a eu les confinements, je me suis dit, mais cet état-là, je le connais bien. Hein, Voilà, j'ai l'impression d'être confiné depuis 30 ans, à peu près. Bon. Alors évidemment, tout ça, c'est un peu... Heureusement, tout ça... voilà, ça a duré entre 15, 20 ans, quand même. Ah, quand même, c'est beaucoup. Une longue période de votre vie, une longue période. Alors, pas toujours avec la même intensité. Ouais. Mais là, aujourd'hui encore, quand je voyage, je fais très attention, j'ai des appréhensions, la question des transports est quelque chose de que je prépare bien, je suis jamais à l'aise avec l'idée d'éloignement. Alors après, on peut dire aussi, tiens, c'est un truc, on peut descendre dans la psy en se disant, oui, le déracinement, l'immigration, etc. Là, il y a peut-être ce matériel-là. Hein. Vous avez fait un peu de yoga pour vous guérir? Mais je suis pas. Non, j'ai travaillé, quoi. Ouais. Voilà, parce que là, par contre, là, je me promenais de manière très désinvolte dans des territoires de fiction et j'allais très loin et parfois sans espoir de retour. Non, mais voilà. Donc là, ces voyages-là, je me les autorisais et puis j'en profitais beaucoup. Ok. Je vous propose maintenant, Tonino, d'aborder votre second livre, tiré de Fézirel, donc le dernier qui est sorti au mois de mars, je crois, de cette année, chez Gallimard. Alors, il s'agit de votre dernier ouvrage. Donc, ce livre est une fenêtre ouverte sur le milieu littéraire d'aujourd'hui, qui nous éclaire sur ce qui est un chef-d'œuvre et un best-seller. Ça, j'aimerais bien être éclairé aussi, parce que... Si vous deviez faire une différence entre un chef-d'œuvre et un best-seller, Tonino, vous diriez quoi? Non,
je connais les best-sellers dans si je vois une liste dans un magazine, je me dis, ah tiens, voilà, ça c'est un best-seller. Quand tu as un chef-d'œuvre, chacun a les siens, quoi. Vous, c'est Bellamy, etc. Donc voilà, mais on peut dire que Madame Bovary, de manière à peu près universelle, ou l'étranger de Camus, je pense qu'on va tous être à peu près d'accord pour dire que ce sont des œuvres exceptionnelles. Bon, voilà. Mais pourquoi chef-d'œuvre et best-seller, parce que comme ça, raccourci comme ça fait un peu bizarre. Disons que dans l'histoire de ce roman, c'est l'histoire d'un éditeur qui a servi la littérature pendant 40 ans, le roman, et pratiquement que le roman. Et à un moment donné, voilà, maintenant, il s'aperçoit qu'au bout de 40 ans, où il a été ce bon petit soldat de la littérature et du roman, et bien plus personne ne veut de ses livres. Et plus personne ne veut de ses livres, et puis c'est l'histoire, c'est l'histoire de tirée de faits irréels, c'est cette histoire-là. Mais il se souvient de ses débuts d'éditeur, et il se dit, ben voilà, le jeune éditeur que j'étais, on lui aurait donné le choix entre un chef-d'œuvre à publier un chef-d'œuvre et un best-seller, il aurait choisi évidemment le chef-d'œuvre. Et là aujourd'hui, là non, il s'en fout, il voudrait publier le best-seller maintenant. Pour pouvoir sauver sa maison. Voilà, pour sauver la boutique. Ouais. Alors sa maison d'édition s'appelle Bertrand Dumas Éditeur. Pourquoi ce nom, Tonino ? C'est... Comment dire, c'est très très difficile. Moi, j'aimerais ne jamais donner de nom à mes personnages, mais dans aucun de mes bouquins, mais parfois ça n'est pas possible, surtout quand, en plus, c'est le nom de sa maison d'édition. Il est obligé d'avoir un nom, je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas dire X. il ou je, ou je ne sais pas quoi. Dans un roman qui s'appelle Romanesque, qui est publié il y a une dizaine d'années, il y a une histoire d'amour qui court sur plusieurs siècles. Ouais. Et avec les mêmes personnages. Et c'est il et elle. Et là, j'étais très content. C'est pas facile, mais j'étais très content. C'est-à-dire que là, j'ai réussi à me passer de leur nom, leur prénom. Et le il et elle peuvent être n'importe qui, n'importe quel il, n'importe quelle elle. Et ça, j'étais content de ça. Je me disais, tiens, voilà peut-être une histoire d'amour que tout le monde peut s'approprier. Si elle s'était appelée Janine et lui, on aurait tout de suite Robin, tout de suite, il y aurait eu, voilà. Et là, par exemple, pour Bertrand Dumas Éditeur, je suis obligé de l'appeler. Bien sûr. Je suis obligé de lui donner un nom, de le baptiser. Donc, je me suis dit, voilà, Bertrand Dumas, il fait jamais, enfin, il n'y a aucune allusion à cet auteur que nous aimons tant. Je crois qu'il n'y a pas de référence au bouquin de Dumas d'ailleurs. Il s'appelle Bertrand parce que je me suis dit, tiens, Bertrand, c'est un prénom qui a un peu de cachet. Je me dis, tiens, ça sonne, Bertrand Dumas. Mais franchement, ça prend beaucoup de temps. Mais surtout, le truc, c'est qu'il a appelé sa maison Bertrand Dumas Éditeur, donc de son nom, parce qu'il aurait préféré trouver un nom un petit peu plus poétique, comme ça. Mais de son nom, parce qu'il s'est dit que cette maison, ce serait lui, ce serait ses choix uniquement, ce serait ses succès, ce serait ses échecs. Il assumerait tout. Et donc, il a appelé ça de son nom, cette boîte de son nom, quoi. Ce regard que vous portez, Tonino, sur le monde de l'édition, vous qui êtes dans le milieu littéraire depuis plus de 30 ans... Pas milieu littéraire, je ne pense pas être dans le milieu littéraire. En tout cas, dans la littérature, en tout cas... en tout cas, oui, j'écris, j'en vis, etc. Et je fréquente parfois les éditeurs. Quand on dit être dans le milieu littéraire, ça veut dire, avoir une histoire de réseau, de machin, je connais un tel et tout. Moi, au contraire, je suis très casanier là-dessus. Et d'ailleurs, lui aussi, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de confrères sur lesquels il peut compter, en l'occurrence, en tant qu'éditeur en pleine faillite. Voilà, il fait faillite. Ce monde de l'édition, vous pensez qu'il a changé depuis 30 ans ou il doit s'adapter aussi aux nouvelles technologies? Oui, ça, inévitablement. Inévitablement, mais... Comment dire, oui, oui, on est dans le monde d'après, oui.
On est dans le monde Est-ce que d'après, pour un mais livre- pour le cinéma, pour la musique. musique. Est-ce que pour les livres, par exemple, on sait que les musiciens de plus en plus s'autoproduisent. Oui, Ils passent plus par Oui. des maisons Oui. de production. Est-ce que pour les livres, c'est pareil Oui. aussi? bah, c'est pareil. C'est-à-dire, je veux dire, le disque a pratiquement disparu. Il y a beaucoup, beaucoup moins d'albums qui sortent. La matière, mais, Oui, oui. Mais les c'est-à-dire- chansons, elles. Ah oui, bien sûr. Non, non, mais il y a toujours. Non, non, il y a toujours autant C'est juste la de matière créativité et de maintenant, production, on est en- certes. on est Mais- en mais le- MP3 ou en Mais web, je mais sais il pas. n'y a pas de boutique de disques qui existe. De moins en Je veux moins. dire, voilà. Alors donc Bien on sûr. va télécharger, voilà, comme on télécharge des bouquins. Mais là, justement, mais par exemple, je crois que alors si on parle de nouvelles technologies, le monde qui a changé, etc. Je crois que on parlait de best-sellers, mais je crois, les 100 best-sellers mondiaux de vente d'Amazon, il y en a au moins un tiers où il y a marqué Unknown Publisher. Unknown Publisher, c'est-à-dire que Ils sont c'est pas- directement livre. mis en ligne. C'est ça. C'est directement mis en ligne. Je crois, maintenant c'est à vérifier, mais Et Unknown Publisher. Et alors donc, il y a ce truc, on peut se passer de l'éditeur. Alors je ne sais pas si tout ça est souhaitable ou pas. Moi, je suis content de faire lire à quelqu'un de confiance. Maintenant, voilà. Alors après, il va y avoir effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qui écrivent. Apparemment, d'après ce que dit le Centre national du livre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de lecteurs. Donc tout ça donne un autre monde, quoi. Voilà. Un petit peu l'enjeu de cette chaîne, Tonino, de redonner goût à la lecture Oui, à nos auditeurs et pas oui, seulement. alors voilà, tout ça change énormément. On pourrait essayer d'analyser plein de, mais ça peut aussi faire partie des raisons pour lesquelles on ne veut plus. Pourquoi est-ce qu'on ne veut plus de ces romans? Et c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas éditeur. Jamais. Ça, c'est le dernier job que j'aurais pu faire au monde, c'était être éditeur. Mais lui, il n'y arrive plus. Et alors, si je rentre un tout petit peu dans le détail en tout cas, le fil conducteur du bouquin, c'est qu'il y en a deux, en fait. Il y en a un qui est fictionnel, c'est-à-dire qu'il est là. Dès la page 1, on sait qu'il dépose son bilan. On le sait tout de suite. On le sait tout de suite. Bon. Et donc, il a rendez-vous le lendemain au tribunal de commerce pour officiellement se déclarer en cessation de paiement. C'est un livre qui se passe sur 24 heures, en fait. Même à quasiment. peine. On le rencontre, il doit être... oui, c'est ça, à peu près 24 heures. Et voilà, il sait que le lendemain matin, il va déposer son bilan et que c'est terminé. Ensuite, il rentrera chez lui, c'est terminé. Cette belle histoire qui a duré 40 ans et 640 romans, c'est fini. Mais il se dit quand même, j'ai tellement cru, moi, au romanesque. Le romanesque a nourri ma vie, j'ai travaillé pour le romanesque, j'ai servi le romanesque. Là, je trouverais logique ou juste que le romanesque vienne à mon secours ce soir. Voilà. Qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose. Une espèce de si Dieu existe. Oui, non, mais il dit voilà le romanesque. Je t'ai beaucoup servi, à toi de m'aider maintenant. Voilà. Et donc il va être écouté, évidemment. Le romanesque va l'écouter. Donc il va se passer beaucoup de choses. Ça, c'est le fil conducteur, on va dire, du récit, des événements. Mais l'autre axe, c'est le questionnement de cet individu. Donc il est là, il est plongé dans ses souvenirs d'éditeur, il est là, il se souvient de ses débuts, de ceci, de cela. Et il essaye de comprendre pourquoi on n'en veut plus de mes livres. Pourquoi moi, cette littérature que Il a j'ai tant aimé lui, oui, aujourd'hui voilà. personne. Exactement. Alors là, il va l'adapter peut-être pour- avoir des réponses à ces questionnements. Il va peut-être avoir des réponses. Alors sans spoiler donc la fin du livre, la maison Bertrand Dumas éditeur ne fera pas faillite. Et ce même sans l'appui ni d'un mécène, mais celui de la Providence. Oui, mais en même temps, voilà, faut se méfier de la providence dans le roman. Voilà, est-ce que les hasards, il faut se méfier des hasards, il faut se méfier de tout ça, ce qui fait que, voilà, moi je passe beaucoup de temps sur la structure
Et voilà. Celui-là m'a pris très longtemps. Hein. Enfin, quand je dis très longtemps, il m'a pris 3 ans. Ça fait 3 ans de travail, 3 ans de travail, avec 5, 6, 7 versions. Donc voilà. Après, on obtient à un moment donné un objet. Et puis on le donne à lire. Et puis ensuite, il vit sa vie, quoi. En tout cas, Tonino, moi, ce que j'ai apprécié dans votre livre, ce sont quelques références. Que ce soit des références littéraires, puisque vous parlez de Balzac avec Les Illusions perdues, de Garcia Marquez avec 100 ans de solitude, de Kafka avec Le procès. Et puis j'ai aussi aimé cette référence vinicole, puisque j'ai découvert grâce à vous le Gruau-Lacoste. Excusez-moi, le Gruau-Larose à Saint-Julien-Grand-Cru, que je ne connaissais pas. Donc à notre ça sert à ça, les bouquins. À notre prochaine rencontre, oui, ça se trouve pas si facilement. Je ferai en sorte que nous partagions. Mais tous les. Très volontiers. Mais très volontiers. Mais là, ce sont effectivement des noms. C'est-à-dire que là, il y a le nom d'un vin. Mais il a effectivement pourquoi ce vin-là, il a toute une histoire, et pourquoi est-ce qu'il arrive à tel moment du roman. Oui, et les trois, là vous parlez de références, mais vous citez, oui, Garcia Marquez, etc. J'y cite dans des contextes très particuliers. Il y a quelque chose de très important et que je voudrais préciser, c'est que ça n'est pas en aucun cas un roman où il est question d'érudition littéraire. Moi, je me remets dans la tête du môme que j'ai été, et quand il y a un nom d'un écrivain célèbre et que je ne l'ai pas lu et que je vais bloquer, je vais me sentir exclu. Et alors moi, c'est l'inverse. Quand je ne les connais pas, oui. je me dis, tiens, oui. Je vais me donner la chance d'aller découvrir. Bien sûr, mais j'espère que. À chaque fois que je découvre, comme les mots. Oui. Avec vous, j'ai découvert quelques mots, comme incipit, uchronie. Ah oui. Voilà, donc, pour moi, en fait, la lecture, c'est aussi d'avoir cette opportunité de découvrir des auteurs, de découvrir des mots. Oui. Et bien au contraire, je ne suis jamais bloqué et j'apprécie. Mais bien sûr que oui, et c'est ce qui me motive aussi quand je vais ouvrir un bouquin et on me dit attention, tel livre, etc. Et ça va m'intriguer et je vais essayer de regarder de ce côté-là. Mais il ne faut pas que ça décourage, qu'on décroche de la lecture. Faire comme si, vous savez, bien sûr que oui, Madame Bovary, non, en aucun cas. Ça, ce truc un peu... Enfin, je sais pas. Je le comprends d'autant mieux qu'un jour, alors je ne me rappelle plus cet auteur, c'était un auteur qui avait fait toute une histoire en fait sur un voyage dans le désert américain, mais où il passait des pages et des pages donc en botanique. Ah oui. Et là, autant vous dire que en fait, ça décourage. Parce que à chaque mot, en fait, on bute dessus. Oui. Et du coup, en fait, on n'a pas envie d'avancer. Oui. Et je comprends donc du coup ce que vous dites. C'est-à-dire, après, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'entre-soi. C'est-à-dire, je fais comme si tout le monde avait lu Madame Bovary. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais effectivement, Madame Bovary est citée, mais il faut voir comment je le cite, dans quel paragraphe, etc., etc. Et par exemple, et 100 ans de solitude aussi. Et voilà. Et à un moment donné, il y a une phrase qui est tirée d'un Amour de Swann. Et je la décortique, on n'a pas du tout besoin d'avoir lu Proust. Mais il y a cette phrase qui est complexe, et deux individus s'affrontent autour de cette phrase pour essayer de s'en rappeler. Donc il y a une espèce d'exercice littéraire qui se fait de manière un peu dialoguée entre deux individus. On n'a pas lu Un Amour de Swann, ça ne change rien au paragraphe. Et j'y tiens beaucoup. Il n'y a pas de référence culturelle... ou littéraire qui exclurait quiconque. Moi je ferai partie de l'exclu tout de suite. Et quand je cite, si je cite un film de Fellini, eh bien je rentre un peu dans l'histoire, ou en tout cas, pour qui n'a pas vu 8,5, parce qu'il est question de 8,5 à un moment donné. 8,5 de Fellini, bon, il y a un truc particulier, mais on n'a encore une fois pas besoin ni d'avoir vu 8,5, ni d'avoir aimé 8,5 ou d'aimer Fellini pour
comprends. pour essayer de, voilà, pour goûter à ce passage. Alors j'ai aimé également quelques citations de votre livre, Tonino, telles que celle-ci. Confiez-vous à moi comme à un prêtre, au lieu de surtout ne me confier rien comme à un traître. Je trouve celle-ci. Oui, oui. Non, alors là, dans le contexte, c'est qu'effectivement, il faut faire très attention avant de raconter sa vie à un écrivain. Il faut faire très très attention. Là, en l'occurrence, il y a un écrivain, effectivement, à qui il ne faut pas faire de confidence. Bien sûr. Et donc, ne lui confiez rien comme à un traître. Alors que lui dit, non, faites comme si j'étais un prêtre. Autre citation, chaque fois qu'elle se rendra à Paris, elle se recueillera sur la tombe du lecteur inconnu. Alors Tonino, si cette tombe devait exister, elle serait où à Paris? Je sais pas, elle pourrait être... Dans le 5e? Eh bien écoutez, non, Pourquoi pas? Elle serait... Aux arènes du Lutèce? Ah non, effectivement, par exemple, dans ce roman-là, il y a un chapitre entier qui se déroule dans le jardin du Luxembourg. Dans le jardin du Luxembourg. Qui m'est très cher. Ouais. Et qui est très cher à tous ceux qui... Voilà, c'est juste un cadeau, ce truc est un... Voilà, je veux dire, le Luxembourg, c'est une chance, quoi. Et donc, peut-être... Alors, effectivement, je vois bien peut-être un endroit là, mais il pourrait y avoir juste à côté, là, on passerait dans le 6e, place Saint-Sulpice. Il y a Pérec qui a fait ce petit bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tentative d'épuisement d'un lieu, où il s'assoit à la terrasse d'un café, et puis il décrit tout ce qui se passe. Et là, je me dis, tiens, il aurait pu y avoir la tombe du soldat, du lecteur inconnu. Du lecteur inconnu, oui. Bon, Tonino, cette interview se termine. Merci encore de votre disponibilité. Merci à vous. Merci à Philippe de nous avoir mis en contact, en relation. Comme vous savez, donc, nous aurons l'occasion de faire un shooting photo donc, pour l'exposition du mois de novembre, fin novembre, début décembre, à la salle Capitone, mairie du 5e. En tout cas, voilà, j'espère que les auditeurs ont apprécié en fait, ce moment que nous avons passé ensemble. Et encore une fois, merci. Merci à vous. On a un petit rituel dans cette émission, c'est la dédicace des livres. Donc, je vous ai apporté les 2 livres que j'ai lus, et puis le quatuor de vos séries noires que je m'apprête à lire également. Donc, juste de pouvoir me faire une dédicace des livres. Encore merci. Mes petits crocodiles, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Tonino Benacquista. Et je vous donne rendez-vous désormais pour le prochain épisode où nous irons à la rencontre de Robert Edgui, sémiologue, auteur, compositeur et interprète. À bientôt!